Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Dominique Touga, qui est un bon ami à moi et le propriétaire de Mox Mocktail, la compagnie de sans alcool, avec Marie-Pierre Morin également dans la compagnie. On a parlé vraiment de c'est quoi monter une compagnie comme ça, un gars créatif de l'industrie de la restauration pendant longtemps. Il y a eu des restaurants très, très créatifs dans l'approche pour créer des recettes comme ça. On parle de la distribution, on parle d'une exclusivité avec IGA, comment que ça fonctionne. Super intéressant pour eux comme moi qui capote sur les canettes, évidemment. Très bon épisode. Si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, laissez un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et compagnie. Bon épisode tout le monde. Petite pause à l'épisode du podcast Ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. C'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash. Mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool. Et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant, avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Dominique Touga au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va, toi? Merci de me recevoir. Vraiment Merci content. T'es mon chum dans la vie de tous les jours. On se voit dans les événements agroalimentaires. On est dans l'industrie des canettes ensemble. Yes. Comment t'aimes ça? C'est tellement un monde nouveau pour moi. Malgré ça fait 2 ans et demi là, que je suis là-dedans à temps plein, mais c'est tellement... C'est fou. J'apprends chaque jour. Je suis un gars de défi. Je suis un gars qui aime défoncer des portes, puis genre, on est capable de faire ça. Fait que je pense que je suis servi dans ce milieu-là. La compétition, tu sais, comme moi, est forte. Là. Ouais, mais je pense que c'est un milieu qui est, moi, je trouve, qui est très créatif. Fait que je trouve ça le fun. T'sais, des fois, l'alimentaire, des fois, tu le vois comme si c'est un aliment, puis c'est tout, puis il n'y a rien à voir autour de ça. Mais tu sais, je sais pas si c'est juste nous dans les canettes, mais je trouve qu'il y a un gros processus de création. Puis toi, sûrement encore plus, même avec le type de recette, puis d'aller chercher vraiment un côté très unique, où est-ce que moi, je sais que ça goûte la boisson énergisante qui est bonne. Mm-hmm. Toi, je pense qu'on peut encore plus aller dans des arômes, des choses particulières. Puis c'est ce que j'aime de Mox, c'est le goût qui est justement... des fois pas trop prononcé ou des fois très prononcé ou c'est vraiment les recettes. Anyway, on va en parler en masse. J'ai envie de t'amener un petit peu avant Mox, d'apprendre à te connaître. On devait être avec Nick aujourd'hui en plus, qui est malheureusement... Nick, il y a des challenges de garderie. Là. C'est correct, on est tous là-dedans. Je vais parler pour lui, puis s'il est fâché, ben, il me le dira. Regarde, on le salue à la maison. Si on dit des choses que tu veux pas, t'es pas là. T'étais où avant de commencer l'aventure Mox? C'est drôle parce qu'à chaque fois que je raconte un peu mon background, les gens ils me demandent quel âge que j'ai, parce qu'on dirait que j'ai comme 3 carrières genre vraiment distinctes. Mais je viens du monde de la restauration, enfin, des restaurants et des bars. Je viens aussi du monde de la musique. J'ai fait beaucoup de musique plus jeune, mettons dans la jeune vingtaine jusqu'à 30 ans. Là, vraiment, j'ai fait beaucoup de musique. C'était surtout metal hardcore, mais j'ai fait aussi un peu de dance rock. J'ai fait de la musique pour des émissions. Je travaillais avec mon voisin, c'est un producteur de musique, puis il faisait des scores de films, puis tout ça. Enfin, j'ai travaillé avec lui. On a eu bien du fun, puis on se voit encore super souvent. J'étais allé le voir. Il est à Bromont, puis j'étais allé le voir récemment, puis on a encore autant de fun à jammer ensemble. Sinon, côté restauration, moi, j'ai commencé à 19 ans dans les restaurants. Je savais pas où je m'en allais là, genre vraiment pas. Là. Ça me prenait un job. Puis, je suis quelqu'un qui a quand même une bonne confiance en lui. Fait que j'ai appliqué comme sur un poste de chef. Avec aucune expérience, tu sais. Ouais, fait que le propriétaire était vraiment cool parce qu'il aurait pu juste genre rire de moi et dire genre c'est correct, tu sais, juste bonne journée. Mais il a vu quelque chose dans mes yeux d'intérêt, fait qu'il m'a engagé puis il dit qu'on va commencer tranquillement. Mais c'est avéré que genre 1 an plus tard, là, c'est moi qui renais le restaurant au complet. Là, fait que je suis tombé à la bonne place. C'est là que j'ai découvert ma passion pour la restauration, la cuisine, etc. Fait que tu as fait de la cuisine. On dirait que je t'aurais imaginé plus dans le côté service. J'ai tout fait. Tu sais, dans le restaurant, j'ai fait tous les postes. De plongeur à genre garde-manger, sous-chef. J'ai pas été chef
comme tel, tu sais, mais j'étais premier de cuisine dans le sens, je vais runner de la cuisine, mais c'est pas moi qui faisais les recettes. J'ai jamais été à ce niveau-là. Ensuite de ça, j'ai voulu voir l'autre côté, tu sais, pas juste la cuisine. Puis, c'est là que je suis arrivé à Montréal parce que les postes je viens de Mont-Tremblant, là, ben c'est Agathe, Mont-Tremblant, puis les postes, là, c'était pas tant ouvert, fait que j'ai déménagé à Montréal. J'ai commencé à travailler comme boss boy, après ça, serveur, barman, puis là, j'ai monté les postes. Puis j'ai commencé à gérer des restaurants, des bars, petit à petit, puis, tu sais, ça fait... J'ai quoi, là? J'ai 39, man. Fait que, je te dis que ça fait quasiment 15 ans que mes derniers postes en restauration, c'était tout le temps de la gestion qui en a augmenté. Puis à 30 ans, j'ai ouvert mon premier resto. OK. Puis à 34, 35, je ne sais plus, quelque chose de même, j'ai ouvert mon deuxième resto. Puis 2 restos qui marchaient super bien. L'Épicurieux à Val-David, que je salue, en fait, qui est encore... Les 2 sont encore en fonction, là. On a juste vendu nos parts aux actionnaires là-bas. Puis l'Épicurieux, il y a eu une mention dans le guide Michelin, là. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun de voir qu'un des petits bébés, des restaurants performent bien. Puis le Loopy, c'est une pizzeria four à bois à Saint-Adolphe d'Howard. Là, c'est vraiment tout petit village sur le bord d'un lac, mais c'est magnifique. Mais elle a une réputation incroyable. Le chef Jason, c'est un crinqué de la pâte. Là, fait que je suis content de voir que les 2 projets restos que j'ai mis sur pied sont encore en vie et qui vont bien. Là. C'est cool. Ouais, t'es un gars du Nord, toi, tu viens du Nord. Je suis un gars du Nord. Je suis né à Saint-Agathe. Là. Puis j'ai fait toute mon école là. Le cégep à Laval. C'est là que ça c'est parti sideways, je te dirais. Là. C'est là que la ligne tracée s'est effacée, puis j'ai suivi mon chemin. Mais après ça, un autre 9 ans à peu près à Montréal, puis je suis revenu dans le Nord là, avec ma blonde quand on a décidé de partir un restaurant. Elle était enceinte, on s'est dit genre, hey, on fait tout ça dans le Nord. Ma famille est là, sa famille venait de s'installer à Mont-Blanc. Fait que ça a été comme le choix logique. Là. OK. Avant qu'on se lance un peu sur Mox, tu me permets-tu d'en boire une petite aujourd'hui? Hey, je t'ai apporté ça, la petite nouveauté, Mox 5. C'est vraiment le fun. On avait une belle grosse demande pour tout ce qui est faible en glucides, en fait. OK. Puis on s'est rendu compte aussi que la clientèle, la clientèle qui boit des mocktails est aussi consciente du niveau de sucre, du niveau de glucides, de ce qu'ils mettent dans leur corps aussi. Bien, je pense que ça vient souvent avec ça. Il y a aussi le fait, je pense qu'il y a beaucoup de canettes. Peut-être que tu vas me dire le contraire. Une canette qui a de l'alcool dedans, as-tu l'obligation d'avoir une valeur nutritive? Non, ça c'est... ça, hein? Ça, depuis que je suis en restauration, je me bats pas, là, aucunement. Là, c'est juste un peu... je comprends pas, en fait, pourquoi. T'sais? Fait que j'essaie on travaillait beaucoup sur la recherche des produits qu'on mettait dans les restos. Okay. Puis non, j'ai pas besoin d'avoir de... Mais ça s'en vient, je comprends bien, la réglementation, elle a évolué. Donc, les proches, je ne sais pas combien de temps, là, j'imagine 2026-2027, ils n'auront pas le choix. Okay. Tout ce qui est surtout prêt à boire. Ben oui, c'est bien. Puis moi, j'ai vu que tu as... J'allais te proposer. Oui, c'est ça, il y a un beau line-up. Là. Ouais. Moi, je suis plein de café. Okay. Je suis comme déjà craqué, il est juste 9h15. Mais, ouais. Ben, tu sais, il y a quand même les nootropics que je t'ai déjà parlé un petit peu au niveau des stimulants pour le cerveau. Mais là, ça, c'est la petite nouvelle qui est sans caféine. Si tu as déjà pris du café, tu vas essayer notre nouvelle qui est la sans caféine. Merci. Au moins, tu vas avoir le petit edge. Puis, c'est génial, ça. On va se faire un petit chin. Faire un beau cheers. Merci, mon ami. Hey, cheers, merci de me recevoir. Petite pause à l'émission d'aujourd'hui pour parler d'un événement qui s'en vient très bientôt. Si vous ne le savez pas encore, je suis un entrepreneur, un gestionnaire de business, mais je n'ai pas toujours été le meilleur pour gérer mes finances et on le sait, il y a plusieurs formations pour l'immobilier, avoir son parc immobilier, faire 1 million par année, mais il n'y avait aucune formation pour savoir que lorsqu'on a fait de l'argent, comment est-ce qu'on peut la garder dans nos poches? Parce qu'on le sait au Québec, beaucoup d'impositions, beaucoup de taxes. La retraite, des fois, c'est un petit peu flou, surtout quand tu es en affaires. Eh bien, il y a un nouvel événement qui s'appelle le FE 360, qui est vraiment avec Luc Poirier, qui est déjà venu sur le podcast, Tommy Colombo qui est là aussi, Martin Dutout qui va y être, et plein d'autres guest speakers qui vont vous aider vraiment à comprendre comment conserver le plus possible l'argent. On parle de fiscalistes, d'avocats, etc. Super intéressant pour un entrepreneur qui veut justement réussir en affaires, mais pas juste en affaires, qui veut réussir sa vie financière tout court. Je vous mets le site web juste ici, FE360.ca. C'est le 4 octobre prochain. Je vous recommande vraiment d'aller faire un tour. Super intéressant comme formation, mais dépêchez-vous, les places sont super limitées. FE360.ca. Let's go, la gang. Ah, c'est très bon. Nice, ça. Très, très bon. Moi, je suis toujours content quand je bois ça. J'adore ça.
Puis, tu sais, c'est la première... les nootropics, c'était inconnu complètement avant de te rencontrer. Fait que, on a fait un bel échange, fait que j'ai pu vraiment les goûter puis prendre le temps, tu sais, de checker. Puis j'ai toujours trouvé que, je sais pas, ça me rendait... J'étais bien. Ça va bien? Ouais. C'est ça que ça faisait. Il y a vraiment un edge qu'on sent avec les suppléments intérieurs. J'aime vraiment ça. Puis mais tu sais, comme tu l'as vécu, comme on va en parler aussi, il y a énormément de challenges dans le milieu agroalimentaire. Là, on vient de parler justement par rapport à ceux qui ont de l'alcool. Tu sais, souvent, tu t'en vas acheter quelque chose, tu veux célébrer, que ce soit avec ou sans alcool. Je pense que le fait de ne pas avoir de valeur nutritive, il y a beaucoup de gens, des fois, qui y pensent pas ou qui vont le prendre. Mais quand tu prends un mocktail, ben, la première chose que tu vois souvent, c'est le sucre, au final, à l'intérieur. Ouais. Fait que je pense que d'avoir une version comme ça qui est faible en sucre, ouais. Je vais parler même pour moi. Moi, je trouve ça plus intéressant. Parce que moi, ça m'attire beaucoup plus. Puis quand je regarde, souvent, je prenais plus des alcools blancs. J'essayais de limiter mon sucre malgré le fait que je prenais de l'alcool. Mais d'avoir une option sans alcool, plus faible en sucre, c'est le fun aussi. Ben, je suis content. Puis c'était une demande c'est la demande qu'on avait le plus. Puis c'était pas une critique que les gens nous faisaient, genre il y a trop de sucre dans vos. Si on regarde la moyenne de tout ce qui se fait déjà dans notre gamme régulière, là, si je peux dire ça, qui a plus de sucre, on est dans la moyenne de tout le monde. T'sais. Mais les gens, ils avaient cette demande-là. Fait qu'ils disent, on va en créer un. T'sais, on va pas juste réduire pour changer et tout ça. On va en créer un qui est fait pour ça. Fait que lui, il est plus sur l'acidité. Le edge de sel qu'on a mis dedans, c'est ça qui a changé la game. C'est que tout d'un coup, tu as eu ton rehausseur de saveur, puis qui fait en sorte aussi que ça reste long en bouche, malgré que c'est plus sec, là, c'est plus sur l'acidité. Fait que, mais j'aime ça. C'est bon au goût. Puis c'est très... c'est pas le bon terme, mais c'est très herbacé ce que vous faites. Hein? On a beaucoup de layers dans nos... Puis ça vient du background de restauration, de bar, Tu sais, j'ai été et créateur de cocktails, mixologue, mais j'ai aussi fait ma carte des vins de mes restaurants. Fait que j'ai comme développé un palais, puis on a travaillé beaucoup avec un guide, le guide de Chartier, en fait, là, qui aide beaucoup à agencer tout ce qui est les molécules de saveur. Fait que là, tu apprends à jumeler des ingrédients que tu te dis normalement ça ne fit pas ensemble. Puis quand tu les mets ensemble, genre, tu sais, comme dans le film Ratatouille, là, c'est ça que ça fait. Fait que, on a travaillé beaucoup avec ça à l'Épicurieux. Ça, j'ai apporté ça dans mes cocktails. On crée des cocktails avec tout plein d'affaires, là, avec genre de la crème de pistache, puis du matcha. Genre, c'était ça le plaisir qu'on avait. Ça, je trouve ça passionnant. Tu sais, la bouffe, c'est une chose. Mais un cocktail, c'est un peu différent. Comment tu goûtes les choses. Tu sais, moi, je suis le genre de personne qui, dans une assiette, prend une bouchée de tout. Là. Tu sais, le steak des patates avec le légume. Tu sais, il faut qu'il y ait plusieurs saveurs. C'est ce que j'aime que je retrouve dans les drinks. Ah là, t'as pas le choix. Il est déjà mélangé. Ouais. Non, mais dans le sens, même si tu me l'aurais fait toi-même on the spot, c'est ce que j'aime d'être capable d'avoir un cocktail, que des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Tu sens, comme là, je sens l'ananas, je sens la tequila qui n'est pas la tequila, mais je sens des arômes. C'est ce que je trouve intéressant de la mixologie. Dans un autre monde, j'aurais fait ça. Je suis content que tu l'apprécies parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait. T'sais. On trouve que quand j'ai développé ça un peu dans ma tête, je trouvais que tout ce qui était ces tablettes, on était bien servi dans les cocktails classiques, mais tout était très one note là, en bon français. C'était direct. Ça goûte ça, c'est fini. Prends une autre gorgée si tu veux que ça goûte encore. Puis moi, j'étais comme, pourquoi on n'a pas quelque chose qui est plus évolutif, qui est plus multi-layer, multi-étage ou whatever. Fait que, tu bois quelque chose, ça commence, tu as la note primaire après ça, tu as des arrière-goûts qui viennent puis qui vont. Cool. À quel moment est venue l'opportunité de Mox? Comme ça vient de où, techniquement, dans ta carrière aussi vis-à-vis? Est-ce que tu as les restaurants, il y a une opportunité ou est-ce que c'est pas ça du tout? En fait, c'est venu... en tant que propriétaire de resto, ta job, c'est de faire beaucoup de PR. Fait que tu es tout le temps là sur le plancher à parler avec les gens, les clients, puis les faire sentir bien. Puis c'était une partie importante de mon apport au resto. Fait que j'avais toujours... Puis je suis quelqu'un qui aime découvrir les derniers petits vins, les petits alcools du Québec, toutes les nouveautés que le monde aime s'arracher. Là, nous, on se faisait une fierté de les avoir disponibles au restaurant. Donc, je m'amusais à faire goûter des bons clients, à faire découvrir des produits, mais je me rends compte que j'avais toujours un verre dans les mains. Toujours. T'sais, on commence le chiffre, c'est un shooter, toute l'équipe ensemble. C'est ça. Ça fait partie de la restauration. Moi, j'ai vécu la restauration beaucoup plus pirate, là, dans le sens, le monde beaucoup plus amoché, plus croche, le monde qui arrive, qui n'ont peut-être pas dormi. Là, j'en ai vu une couple, mais on s'était donné un mot d'ordre on veut pas faire
perdurer cette restauration-là. On voulait faire un changement à l'épicurieux dans la restauration, que ce soit plus sain, mais veut pas, l'alcool était toujours présent. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus le plaisir de boire tout le temps, de goûter. C'était plus là. Puis j'ai dit, bon, ben là, je suis rendu à une étape que, sais-tu quoi, je vais faire une pause. Puis il y a eu des gens dans ma famille qui sont allés en thérapie, qui ont super bien réussi ce cheminement-là, qui sont encore dedans, bien évidemment, parce que c'est toute une vie. Là. Ben oui. Mais ça m'a comme allumé, ça m'a motivé. Donc j'ai arrêté, j'ai fait une pause d'alcool. Je ne m'étais pas donné d'objectif de combien de temps ça pourrait durer. C'était pas une fin, là. C'était pas une fin, mais à un moment donné, parce que ça a duré un peu plus qu'un an. Mais il y a un moment donné dans ce processus-là que j'étais comme, finalement, tu sais, peut-être que j'en reboirai plus, peut-être que je vais en boire, je sais pas, tu sais. Fait que ça s'est fait comme dans le temps des fêtes 2022-2023, puis rapidement, tu sais, puis là, t'es dans le temps des fêtes, fait que, tu sais, t'en bois des choses, là. Fait que là, rapidement, je goûtais à tout plein d'affaires, plein de parties, plein de visites. Comme je disais tantôt, je trouvais que tout se ressemblait, puis qu'il y avait de la place pour quelque chose de plus créatif sur les tablettes. Donc, je me disais, pourquoi à l'Épicurieux, à mon resto, on est capable de faire des super beaux cocktails sans alcool, des fois avec des spirits désalcoolisés, là, ou des fois juste carrément rien, juste un mix de fruits, d'arômes, etc. Puis pourquoi il n'y a pas ça, ces tablettes? Ça doit être vraiment compliqué, ça ne doit pas tenir en canette, il doit y avoir genre 1001 embûches, tu sais. Mais ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis, fait que ça, c'est le premier spark dans ma tête. Là. Juste avant les fêtes, j'en ai parlé à ma blonde, elle a dit, tu sais, pourquoi on n'en parle pas à Gérardo? Gérardo, notre partner, Gérardo Rubino, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, je l'ai rencontré pour la première fois, c'est quasiment l'ouverture de l'Épicurieux. Je ne le connaissais pas avant, c'était des clients. Puis nos filles ont le même âge. Nous, on a le même âge. Sa femme, elle vient de Mont-Tremblant. Il y a comme un setup pour que ça clique. Là, puis fait que c'est devenu un client, un très bon client. C'est devenu un ami. Puis là, à un moment donné, ben, là, on est rendu avec une business ensemble. Fait que c'est vraiment excitant. Fait que ma blonde, elle me dit, pourquoi on ne présente pas ça à Gérardo? T'sais? Un gars de business, il peut peut-être nous aider. Il peut très certainement nous aider pour tout ce qui est financement, cash flow, etc. Parce qu'ils ont le background pour tout ça. Fait que le 4 janvier 2023, on soupe. C'est notre classique souper fondu, raclette à Val-David, Val-Morel. Il y a un petit restaurant suisse. Puis j'ai présenté ça. Puis de là, on a pesé sur le gaz. Puis fast forward, 6 mois plus tard, il y a 4 SKU. De près, ces tablettes, 4 saveurs, 9 SKU sur les tablettes de tous les GS. C'est quand même cool. On s'est rendu compte qu'on a fait ça vite. Je pense que ça faisait plus longtemps que ça. Non, ça a été rapide. Il y a eu des embûches, là. On en reparlera si tu veux. Mais maintenant, avec le recul un peu, c'est comme tabarouette. On était intense dans notre... parce qu'on voulait lancer pour l'été, tu sais. Le temps, il était déjà... from day one, l'horloge à ticket, puis il fallait réussir à clencher ça. OK. À quel moment est-ce que peut-être... Je sais que vous travaillez avec Marie-Pierre Morin. Moi, j'ai déjà eu des opportunités que j'ai refusées ou d'autres que ça ne rentrait pas dans mon budget pour travailler avec des gens plus influents ou autres. Toi, est-ce que c'était connaissance, contact, une approche? Comment vient de travailler avec quelqu'un comme ça qui a peut-être plus d'influence? Puis est-ce que c'était une stratégie ou ça a juste comme bien tombé dans le développement de la business? Parce qu'encore une fois, c'est encore un bébé. Là. Oui. Ça fait un peu plus que 2 ans. Fait que c'est quand même jeune dans l'entreprise. Puis je pense qu'elle a été là dès le départ, right? Oui, exact. Le frère de Gérardo, Angelo, qui est son frère jumeau, a un podcast, Grain d'espoir. Puis Marie-Pierre s'est greffé à ce podcast-là pas longtemps après sa création. Donc, le contact était assez proche, assez direct. Quand on a préparé le modèle d'affaires qu'on voulait faire, c'était évident pour nous qu'on avait besoin d'un visage connu. On avait besoin d'une personnalité publique qui a un grand rayonnement, qui fait beaucoup parler, parce que,
c'est le nerf de la guerre, il faut se faire voir. C'est juste ça, il faut se faire connaître. Donc, moi, l'idée de Marie-Pierre est venue en tête parce que je me disais, Colin est en rémission, elle a fait un gros cheminement. Vraiment, je voyais tout le travail qu'elle a fait, tous les changements qu'elle a apportés à sa vie, puis je trouvais que c'était une belle histoire à raconter. Ça fitait avec les valeurs que Mox veut mettre de l'avant, dans le sens qu'on n'est pas dans le jugement, on n'est pas moralisateur, on veut juste te permettre de faire des meilleurs choix, tout simplement. Donc, on en a parlé lors d'une rencontre, puis Angelo a dit, écoute, je vais l'appeler, puis je vais lui proposer, puis gars, on verra, mais il était vraiment comme, fais-toi pas d'attente, tu sais. Donc, il l'appelle, puis il dit, on a une rencontre, mettons, dans 1h30, là, bref, cet après-midi, si tu veux te joindre au meeting, on te mettra en vidéoconférence, puis tout de suite, elle a dit oui. Fait que là, on a fait notre speech de vente, on lui a expliqué, mais on s'est même pas rendu à la fin de notre speech de vente. Let's go. Elle était comme, on dirait que vous êtes dans ma tête, on dirait que vous avez exactement les bons mots, les bons produits de ce que je voudrais faire. Puis il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, le téléphone ne sonnait pas énormément non plus pour Marie-Pierre. Puis elle a sauté sur l'occasion, puis on est chanceux parce que Marie-Pierre, elle a dit genre, moi, je veux pas être juste votre visage. Dès le départ, je veux m'investir, je veux avoir mon mot à dire, je veux m'impliquer. Donc, elle a participé, elle a investi au même hauteur que nous. Puis c'est parti là. Fait que ça, c'était 13 février 2023. C'est fou. Ouais. Un mois plus tard, un vendredi 13. On aime bien ça. Pour les Italiens, le chiffre 13, c'est un chiffre chanceux. Okay. Je ne pourrais pas exactement dire pourquoi, mais je me l'ai fait répéter souvent. puis c'est parti. Là. Fait que là, à partir de ce moment-là, là, on a commencé à approcher les grosses bannières parce qu'on s'est dit, genre, si on peut le lancer un peu plus at large, ça va nous aider juste pour le starter. Hey, moi, je te parie un brun que tu n'as jamais entendu ce que je vais te dire dans une pub d'assurance. C'est une assurance qui est remboursable. Oui, monsieur. Genre, si t'arrive de quoi, t'es payé. Mais si t'arrive absolument rien, puis je te le souhaite, t'es quand même payé. Bien, une assurance comme ça existe, puis c'est exactement ce que comparer ma prime t'offre. Laisse-moi t'expliquer. Ça s'appelle l'assurance maladie grave remboursable. Genre, si tu pognes quelque chose, une maladie grave, un AVC, cancer, whatever, t'es payé. Mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, t'es remboursé à 100% par l'assureur. Parce qu'on va se le dire, à l'hôpital avec ta carte soleil, c'est cute, mais ça vient avec une file d'attente, même si c'est gratuit. Puis l'affaire, là, ça clique santé, whatever, tu le sais que tu vas avoir juste un chirurgien en dedans de 6 mois, genre. Bref, c'est le genre d'assurance qui, je pense, peut être vraiment utile pour avoir à compter juste sur toi-même, non pas sur le système. S'il t'arrive de quoi, tu peux avoir 100 000, 200 000, 500 000, mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, puis je me répète, je te le souhaite, tu vas pouvoir être remboursé. Ça fait une belle épargne ou une belle retraite. Anyway, moi, je trouvais ça intéressant de le mentionner aujourd'hui. Je trouve ça super cool. Si toi aussi, tu penses que ça peut être bon pour toi, va faire une soumission et regarde si l'assurance maladie grave peut être utile. C'est bien, parce que c'est quand même, je vais pas dire que c'est atypique. Je pense que quand même d'avoir eu l'élan avec Marie-Pierre, ça a dû aider peut-être dans ces négociations-là. Comme je te dis, moi, d'être dans ce modèle un peu inverse, donc sans nécessairement un visage ou autre, je le vois quand même les challenges puis les trucs qui viennent avec la distribution. Tu sais c'est quoi là? C'est un milieu qui est très intense niveau représentation, distribution, marchandisage, des caisses qui cassent. Il y a tout le temps des choses qui arrivent au final. Comment est venue l'opportunité avec IGA? Puis encore une fois, c'est vos partenaires d'affaires maintenant. Si tu aurais été peut-être dans une autre situation, en fait, si je te ramène à aujourd'hui, aurais-tu pris la même décision d'être exclusif à IGA pendant quoi, 2 ans? 3 ans. 3 ans. Est-ce que tu aurais pris la même décision? C'est une très belle question, ça. Tu sais que le podcast, je sais pas combien de temps il dure, mais là-dessus, je peux déballer longtemps. Là. En fait, 1h30, si tu veux. Je dois être honnête qu'on va être éternellement reconnaissant à Sobase pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée. Ils nous ont mis au monde. Ça, on peut pas le nier. Là, quand ton premier PO tombe et qu'il te dit genre, hey, on remplit nos 300 magasins, puis que genre 4-5 mois plus tard, là, on va remplir les marchés tradition. On va remplir des dépanneurs voisins qui vont embarquer. Fait que là, tu vois que ça va vite, t'sais. Mais on est arrivé, on a présenté à Sobase, Marie-Pierre connaît bien Étienne, là, les deux sont ils ont un peu le même cheminement et se sont beaucoup aidés. Étienne a été un des premiers à la remettre sur la place, pas sur la place publique, mais devant le public avec son podcast, puis à y ouvrir des portes, puis à l'écouter, puis tout ça. Fait que
il a été vraiment, vraiment cool avec elle. On savait que leur exclusivité à Atypique terminait. Donc, on s'est dit, ben là, c'est pas nous, ça va être un autre. Fait qu'on a dit, let's go, tu sais. Un bon temps. Là, tu cherches les contacts, essaies de trouver la bonne personne à qui parler. Puis merci LinkedIn pour ça, parce que genre, on s'en rend pas compte, mais si tu fouilles, là, tu peux tout savoir. C'est pire que tous les autres réseaux sociaux. Puis, fait qu'on a réussi à contacter quelqu'un chez Sobase qui nous a ouvert la porte juste à nous écouter. On leur a envoyé des produits. On a fait une vidéoconférence, déjà sachant que notre visage de Marie-Pierre, on se dit que ça pourrait être un frein. Là. Ouais. Ça aurait pu être un frein à ce moment-là, le visage de Marie-Pierre, mais finalement, non, ça a été la bonne décision de travailler ensemble. Puis, Sobase nous ont dit, OK, on peut faire ça. Nous, on voudrait un autre produit exclusif. Atypique s'en va. Il venait d'être acheté par Keurig Dr Pepper. C'est impossible qu'elle ait signé une exclusivité. Puis, on est arrivé à ce moment-là. Donc, ils nous ont demandé 3 ans d'exclusivité. On trouvait que c'était immense parce qu'Atypique venait d'avoir 2 ans. Puis là, dans notre terme, on est à plus que 2 ans. Là. Ça fait comme 27 mois, je te dirais. Okay. Mais qu'il n'en reste plus une tonne. Hein. Il nous reste un 9 mois, en fait, à passer. Est-ce que je le referais 3 ans? Non. Est-ce que je referais 1 an, 2 ans avec tout ce que... Parce qu'on a quand même des bonbons, là, tu sais, dans le sens... On ne paye pas notre circulaire. On n'a pas des circulaires à 3 semaines, bien évidemment, mais 2 à 3 fois par année, tu es dans le circulaire, ça ne coûte rien. Ça vaut cher. Un profit panel sur le bord d'une rangée, ça vaut genre 8 à 12 000, dépendamment de la grosseur qu'il y a. C'est là pendant 1 mois et demi. Mais ça c'est les bonbons qu'on a. Vu qu'on ne peut pas aller chez Métro, on ne peut pas aller à SAQ, on peut pas aller... Bref, on est exclusif à leur bannière, tu sais. Fait que ça a beaucoup de pour, ça a des contre. Ouais. Ça restreint la croissance de Mox. Ça réduit notre visibilité ailleurs. T'sais, nous, on est convaincus qu'en ouvrant d'autres marchés, en faisant plus connaître Mox, nos ventes augmenteraient chez IGA aussi. Ouais. Quand on a commencé à ouvrir des petits commerces indépendants, on a augmenté la notoriété de la marque, mais les ventes chez IGA ont augmenté, genre comme c'est foudroyant. Genre. Tu le vois tout de suite, la démarcation de avant puis après. Ouais. Fait qu'on sait que ça continuerait à aller dans ce sens-là. Donc, on est super content d'être là. C'est l'endroit c'est la bannière au Québec qui vend le plus de cocktails sans alcool. Fait qu'on est clairement à la bonne place pour starter ce business-là. Je pense que de commencer, je ne vais pas dire que c'est un no-brainer parce que c'est pas le cas, mais que je pense que quand tu commences comme ça, qu'il y a beaucoup d'incertitudes aussi, comme tu n'as encore aucun autre deal, et je pense que ça fait vraiment du sens d'aller de l'avant avec une exclusivité, mais je pense que c'est après tu te rends peut-être compte à quel point que, tu sais, est-ce qu'il y a quand même des plans de match niveau distribution qui se font pendant ces 3 années-là, ou est-ce qu'il y a quand même des négociations pour quand ça va être fini, l'exclusivité, ou non, il n'y a juste pas de distribution, on se concentre sur d'autres avenues? Non, il faut préparer. I guess. Tu sais, il faut préparer la sortie. On est là-dedans depuis... en fait, à partir quand ça a fait 18 mois, 20 mois, on a déjà commencé à réfléchir à comment cette exclusivité-là va se terminer. Puis après ça, Sobase vont nous demander de re-signer une exclusivité. Fait que c'est sûr qu'il y a une négociation qui va arriver de ce côté-là. Mais nous, on est en train de planifier. Le but, c'est de prendre le plus de parts de marché le plus rapidement possible. C'est pas sorcier. Là. Tout le monde voudrait faire ça. Ouais. C'est ça le nerf de la guerre. Mais oui, on est approché déjà. Là. C'est ça qui est le fun. Ouais. Qu'on est dans une belle position. Reste à voir qu'est-ce qu'on laisse sur la table, qu'est-ce qu'on en gagne. Là, il y a des beaux calculs, il y a du data à analyser, il y a des pour des contre, bien évidemment. Mais tu sais, c'est ça. On t'a préparé ça parce que quand ça va arriver, mettons, à 3 mois de l'échéance de notre exclusivité, mettons, printemps prochain, il faudrait déjà vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que est-ce que la production va suivre? À quel point les volumes vont augmenter si on ouvre un puis un autre? C'est intéressant, vraiment. Parce que tu le vois, justement, j'en ai beaucoup d'autres amis qui en ont eu des exclusivités, d'autres que non. Nous, on est plus très backdoor, qui vient avec plein d'avantages puis plein d'inconvénients aussi, là. Parce que moi, demain, je peux pas dire « Allez chez IGA, on est là ». Faut que je te dise « Va voir sur la map si ce IGA-là, on est là ». Ouais. Fait que ça vient avec une petite... Tu sais, mon VP au vente m'a déjà dit « Le meilleur marketing, c'est la distribution ». Parce qu'à un moment donné, d'avoir une affiche à 15, d'avoir une pub Facebook, tout ça, c'est vraiment bon puis ça peut être vraiment rentable. Mais si on te trouve pas... C'est fou.
Fait que si tu vas là, puis tu nous vois, puis tu vas là, puis il y a une promo, puis tu vas là, puis tu as un facing, tu sais, il y a tout le temps quelque chose, ça va faire un moment donné des ventes, veux pas. C'est ça la psychologie de l'achat, au final, d'être dans la tête des gens. Mais si nous, c'est un gros struggle. Ben, un struggle, c'est un challenge de business normal. Mais c'est une chose que nous, on a rapidement une croissance en ligne, ce qui est génial, puis très bon pour les marges. Mais ça reste encore un challenge. Hey, on vous trouve pas en personne. On s'est rendu à tel endroit, ça a pris un peu de recherche pour vous trouver, versus on est rentré là, on vous a vu, on vous a acheté. Ben, c'est cool parce que tu sais, que les gens cherchent pour ton produit. Fait que Positif. déjà là, tu as du positif là-dedans. Mais tu sais, pour mettre la même situation de notre côté, c'est que nous, on dit qu'on est dans toutes les IGA, mais il y a quoi, 297 IGA? On est peut-être dans 270 IGA, tu sais. Au Québec puis le Canada, c'est complètement différent, dans le sens c'est très, très, très corporate dans le reste du Canada, mais au Québec, comme tu dis, tu fais du backdoor, tu es capable d'aller vendre dans le reste du Canada, là, bonne chance, là, tu sais, genre vraiment, vraiment, c'est fermé, c'est opaque, c'est très, très, très tough. Fait que on a cette chance-là au Québec, justement, de faire ce modèle d'affaires-là. Tu sais, nos amis chez Phil et Fred Pizza, c'est leur modèle d'affaires. Backdoor? Oui. En fait, ils sont pas listés officiellement, je dirais pas nulle part, là, mais genre, ils ont une force de vente sur la route, puis ça marche à côté, leur affaire, là, tu sais. Fait que c'est un modèle qui fonctionne. Oui, mais il faut que tu sois créatif. Parce que là, tu l'auras pas ton bar d'oranger, puis tu l'auras pas ton... Non, mais tu peux quand même négocier des promotions, mais il faut que tu négocies magasin par magasin. Exact. Ça, c'est la job, là. C'est ça, je trouve que le fait d'être listé carrément, c'est un petit shortcut, là, tu sais. En fait, c'est quand tu fais un move, c'est pour tout, tu sais. Mais des fois, c'est long faire le move, parce que toi, tu peux aller voir Guy ou Daniel à tel IGA, dire genre, hey, j'aimerais ça dans 2-3 semaines, si c'est bon pour toi, faire un show, nanana, ça tombe avec tel événement. Parfait, tu règles ça, c'est réglé, tu sais. Mais nous, si on veut préparer, tu sais, comme là, avec Sobase, on discute de ce qui se passe le temps des fêtes, puis les mois sans alcool, c'est dans 6 mois, là. Fait que là, tu es déjà tout de suite en train de préparer tout ça, parce que c'est des gros blocs à bouger tout le temps, tu sais. C'est juste différent, c'est une différente échelle, mais la job reste sensiblement la même aussi. Êtes-vous producteur? On n'est pas producteur. OK, c'est co-pack. On co-pack. Je m'occupe de tout ce qui est, en fait, les recettes. Moi, j'ai créé des recettes là, comme si c'était un cocktail avec alcool. C'est ça mon approche. Okay. Après ça, on a engagé des consultants qui sont, genre, c'est 2 personnes extraordinaires, mais c'est aussi des génies. Il y en a un génie laboratoire, puis il y en a un qui vient du domaine des boissons, des canettes, tout ce qui est liquide là, depuis... je sais pas, je pense qu'il y a 45 ans, il doit faire 50 ans qu'il fait ça. Puis, moi, je suis arrivé avec mon idée, puis ça, c'est une belle fleur. Je trouve que ils s'en sont même pas rendu compte. Quand j'ai présenté ce que je voulais faire avec Mox, le genre d'ingrédients que je voulais mettre, le mix de saveurs, puis tout ça, on m'a répondu d'emblée, t'es fou, ça va coûter trop cher, puis genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay. Dans les usines, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh my God, t'as dit ça à la mauvaise personne. Genre, ça, tu es en train de me dire que je vais déranger le modèle en place, là. Genre, hey, les efforts ils ont doublé overnight. Puis on a réussi au final, là, tu sais. On s'entend que c'est pas 100% un cocktail que tu aurais, mais tu sais, mettons le Mox 3, par exemple, qui est vodka, arôme de vodka, d'amer italien, canneberge, puis cardamome. Ouais. Ça, c'est carrément un cocktail. Tu le shakes sur glace, il fait une mousse, c'est comme ton petit sour. Il est vraiment complexe. Je mettrais ça sur une carte demain matin. Là, les autres, ça se rapproche. C'est sûr qu'on n'a pas pu faire exactement la même affaire, mais c'était ça qui était l'idée, en fait, de prendre un cocktail avec alcool, puis disons, on fait ça sans alcool. Qu'est-ce que ça prend pour qu'on le fasse, puis que ça tienne en canette, etc. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un de nos incroyables sponsors qui est Shop Santé, mes amis de Shop Santé, et on parle du produit du jour qui est les produits Believe. C'est pas un seul produit, c'est les produits Believe. Ici, j'ai différents pré-workouts de la gamme Believe. Believe qui sont là depuis plusieurs années comme étant vraiment de top produits en vente du Shop Santé. Ils ont de tout. Protéines, BCA, EAA, créatine. Ici, il y a les pré-workouts. Ils ont vraiment des formules pour
tout type, peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie de tous les jours, pour l'entraînement, pour le sport, pour la course. Allez voir ça, Believe Supplément, directement chez Shop Santé. Merci Believe pour vos merveilleux produits. Merci à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, guys, de retour à l'épisode. Donc, je me souviens même plus c'était quoi ta question, mais... Copac. Fait que c'est ça. Au final, on a créé les recettes. Je m'occupe de tout ce qui est l'achat des ingrédients. Je m'occupe de céduler les productions. Okay. Puis notre copacker fait tout ça, puis nous met ça sur une belle palette prête à partir. Puis c'était logique aussi pour nous de faire ça, parce que j'avais pas 1 million à investir pour faire une usine sur un produit que je sais même pas s'il va marcher. Tu sais, j'en vois beaucoup justement qui sont dans ce domaine-là, ou plein d'autres domaines alimentaires, puis c'est comme, il y en a qui veulent être producteurs, fait qu'ils s'endettent beaucoup, puis ça vient avec un autre challenge de main-d'œuvre, puis de ci. Puis il y en a d'autres comme moi, puis comme toi, au final, qui aiment mieux être copacké. Puis je veux dire, je sais même pas si un jour je vais vouloir avoir une usine. T'sais. Moi, je le sais que je voudrais pas. Bon, tu vois. C'est simple. En fait, je vois le cauchemar de toutes les distilleries puis microbrasseries qui est arrivé. T'sais, en fait, il y a eu microbrasserie, c'était le fun. Là, ça arrivait, là, oh, une nouvelle micro là, une nouvelle micro là, une nouvelle micro là. Ah, il y a 200 microbrasseries. Ouais, fait que là, ça saturait le marché. Les épiceries ils étaient pleines de stock, mais là, finalement, il y a une consolidation de la catégorie. Fait que là, il y a plein de joueurs de produits intéressants qui n'ont juste pas fait la cote. Ben oui. Pourquoi? Est-ce que c'est le volume de vente qui est fait? J'imagine. Hein? Ça ne doit pas être d'autre chose. Mais là, c'est tough pour eux, tu sais. Puis tu vois des distilleries pionnières qui étaient ces tablettes de la SAQ, qui se sont fait couper les vivres. Genre, la SAQ a fait la même chose, consolidation dans le marché des distilleries. Ouais. Puis là, ben, t'en as plein qui crèvent, tu sais. Fait que, je veux dire, si moi que c'est pour crever, j'aimerais mieux pas avoir une usine à vendre en quelque part. Peut-être qu'eux, ils pensent le contraire. Ils disent, hey, j'ai des assets, j'ai des actifs. Ouais. Pas moi. C'est pas ça qui m'attire vraiment, là. Pour être là-dedans en ce moment, trouves-tu que c'est un avantage d'avoir eu le listing, d'avoir eu l'exclusivité pour justement ta gestion des stocks, des inventaires, des commandes versus, comme je dis, je te rappelle dans ce que nous on vit en ce moment, beaucoup d'incertitudes des fois, donc des forecasts un petit peu plus difficiles parce que on peut en signer 50 un mois ou on pourrait en signer 500 l'autre. Tu commences à dire ça peut être ultra positif, mais très difficile d'être prête avec ton co-packer selon ses délais, d'avoir ton stock à temps, surtout avec plusieurs SKU. Mm-hmm. Vous autres, ça doit être, tu penses, un avantage dès jour 1 d'avoir comme un modèle qui est comme, ben, vous êtes là-dedans, puis c'est ça. Fait qu'il y a un peu moins, justement, d'incertitude. Il y a les deux. Je pense que d'avoir des forecasts ou de les faire, en fait, tu prépares selon ce que tu as vu, selon les moments de l'année que tu dis, genre, c'est sûr que ça va être bon. Oui, ça aide. Est-ce que c'est autant stable? Non. L'avantage, c'est que les PO ils viennent à coup de palette. T'sais. Fait que ça reste simple. Tu n'as pas à pick and pack des fers, puis c'est ça. Mais une semaine, on peut avoir 2 palettes, puis après ça, 3, puis après ça, 4. Puis là, tu es super content parce que tu as un roulement de vente qui est régulier. Puis là, ça augmente. L'été arrive avec là 5, 6, puis là, des fois, 25. Puis là, t'es comme, ben, je n'étais aucunement prêt. Ou c'est arrivé souvent d'avoir comme rien pendant 2, 3, 4 semaines, puis là, un autre 16, tu sais. Puis là, on est comme, là, on essaye beaucoup d'avoir une meilleure communication avec Sobeys, avec l'acheteur. Ils ont tellement de stock à gérer. Immensément. Puis tu sais, il faut garder en tête que le sans-alcool fait partie de la grande catégorie de l'alcool dans les épiceries. Donc, on n'est pas les top. C'est pas nous qui rapportent le plus d'argent. Fait qu'on est dans une sous-catégorie qui fait clairement moins d'argent que tout ce qui est alcool. Fait qu'on tombe rarement en priorité dans leur to-do. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut juste watcher tout le temps. On engage du monde pour faire ça, mais il faut quand même le faire nous-mêmes. On a des gens qui s'occupent du contact entre nous et Sobeys, qui s'occupent du marchandisage. Puis, eux autres aussi, ils en ont beaucoup ces bras. Fait que tu peux pas juste en tant que propriétaire dire genre OK, j'ai délégué ça à telle personne, on a parlé avec Sobeys, c'est fait, il faut tout le temps tu watch. Fait que ça vient avec cette complexité-là. Puis c'est pas tant que tu as une plus grande tranquillité d'esprit, c'est pas plus stable, c'est juste
je pense que c'est le même challenge. Il y a des moments en ligne où on en vendait genre 6 caisses par semaine, puis on a eu des moments où on en a vendu 200 parce que, telle affaire, des fois, tu as des bouts imprévisibles, mais si tu te fies au temps de l'année où les gens vont consommer plus de boissons, mettons l'été, le temps des fêtes, déjà là, tu peux te faire un bon forecast. Nous autres, notre année, c'est pas compliqué, c'est Saint-Jean à la fête du travail. Okay. C'est là qu'on fait le plus gros de notre argent. Après, en fait, c'est la saison forte dans les épiceries. Après ça, tu as le temps des fêtes qui est la saison forte des épiceries. Donc, nous, notre temps fort dans l'année, c'est juste avant ça. Okay. C'est juste ce qui précède. Ouais. Puis les mois sans alcool, évidemment, là, c'est des beaux moments. C'est quand déjà? Au Québec, on a janvier, février qui sont les principaux. Ah ouais? Ouais. On a entendu parler de Sober October, peut-être. Ouais. Mais Dry January, après ça, tu as le 28 jours sans alcool. Où on voit que qu'il y a une augmentation, en fait, des ventes de sans-alcool, c'est vraiment après le temps des fêtes, dans ces mois-là, tu sais. Fait qu'on a des grosses commandes en novembre pour préparer les fêtes. Après ça, ça se calme. Puis là, vers mi-janvier, ça repart parce qu'ils ont écoulé les stocks jusqu'à la fin janvier, puis ça se replace pour février. Okay. Mais les gens, après les fêtes, ont tellement exagéré que là, ils se donnent une petite pause. Là, ouais. J'ai compris un peu ton rôle dans l'entreprise, mais de ce que je comprends, vous êtes 4, right? On peut-tu un petit peu mettre un rôle à chaque personne, peut-être, au sein de l'entreprise? 100%. Une de nos forces. En fait, moi, je capote sur mon team. Là. Je dis mon team, là, mais Nick aurait dit son team aussi. Là. Je capote sur l'équipe. Ouais. Dans le sens, Gérardo est arrivé, on est 4. Il y a moi, Gérardo, Nicolas, puis Marc-Pierre. Ouais. Gérardo, c'est le gars d'entreprise, c'est le gars de business. Lui est arrivé, il a mis la structure. Là, moi, je suis plus dans le créatif. Là. Ouais. Donc, mais je suis capable de gérer le business, mais lui, il est à un autre niveau. Là, c'est le genre de personne qui a multiples business, etc. Ouais. C'est la famille Rubino qui avait les magasins de chaussures Rubino. Là. Donc, lui, il met la structure, il s'assure de nous garder on track, il s'assure de nous le dire quand ça ne marche pas. Puis malgré que c'est un ami, il n'y a pas le filtre, la barrière pour me dire genre « Hey Dom, c'est nanana ». C'est comme « Hey, ça marche pas. » OK. Je m'en occupe. Puis, tu sais, il n'y a pas de hard feelings. Là, c'est comme on comprend que c'est juste dans l'intérêt de la business. Donc, Gérardo, c'est vraiment son rôle. C'est le gars de chiffre, de data, de business, de structure. Le côté légal également. C'est un avocat de formation. Sa femme est juriste. On est bien servi à ce niveau-là. Nicolas, qui n'est pas là, qui rayonne par son absence. Lui, c'est tout ce qui est design graphique. Fait que c'est lui qui a créé le logo de Mox, c'est lui qui a créé... en fait, tout ce qui est visuel de Mox, ça passe en tes mains. Puis, c'est vraiment il tripe sur ce qu'il fait, sur le design graphique. Puis, il aime tellement ça qu'il peut ne pas dormir, genre, juste pour en faire. Ouais, c'est vraiment... quand il tombe dedans, là, dans le rabbit hole, il est fort. Quand j'ai demandé de faire des présentations pour Mox, pour la présenter à Gérardo, parce que Nick n'était pas partner au début, tu sais. C'est lui qui a fait le branding de mes 2 restos. Donc, j'ai dit, ça te tente-tu? On avait parlé de ce projet-là. J'aurais un projet de canette, nanana. Il dit, oui, j'embarque avec toi, on fait ça. Je dis, prépare-moi. On a parlé longtemps. On a brainstormé sur les noms, puis tout ça. Puis, prépare-moi, genre 3, 4 visuels, puis on va partir d'un de ces-là. Puis, après ça, on bougera. Mais il est arrivé, il nous en a présenté 15, tu sais. Puis, dans les 15, je n'aurais pris 10. Okay. Fait qu'il est vraiment, vraiment talentueux. Puis petit à petit, on a fini par choisir ça là. Mais Nick, c'est ça, il s'occupe de tout ce qui est visuel de l'entreprise. C'est le gardien de l'image de marque. Puis c'est aussi quelqu'un qui est très fort en transport logistique parce qu'il y a une autre compagnie. Bref, lui, il a un SKU de tomates séchées dans l'huile chez Costco. Okay. C'est un SKU, ça, c'est une business de rêve, là. Un SKU. That's it. That's all. Il est national. Dans Costco S, il était Costco S, là, il est Costco dans l'Ouest, mais il y a des Costco à travers le Canada. Puis il s'occupe de tout ce qui est transport logistique de ça. Fait que ça part de l'Italie, il importe ça. Fait qu'il est habitué avec le transport. Puis, fait que lui, il s'occupe beaucoup de ça. C'est lui qui appelle les compagnies pour dealer l'entreposage, etc. Marc-Pierre, son rôle premier, c'est clairement la visibilité de la business.
dès qu'on est arrivé et qu'on a mis de l'avant qui était là, les journaux sont arrivés puis le spotlight est arrivé. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage. Elle a beaucoup eu son mot à dire sur tout. Là, le design de la canette, ça a été... elle a vraiment insisté pour avoir ce genre... C'était pas exactement ça, là, mais c'est quand même très proche de ça. On était plus avec de la couleur que du copper, que du métallique. Puis elle a dit genre... Elle dit, on veut quelque chose de plus high-end, de plus élevé. Ça serait bien qu'on ait du mat, du brillant, qu'on ait quelque chose d'un peu plus doré, quoi que ce soit. Fait que ça vient d'elle. Elle a ce genre d'idée-là là, qui arrive. Puis souvent des très bonnes idées, pas toutes. On ne les prend pas toutes, bien évidemment. Là. C'est pas tout le monde qui... On n'a pas tous juste les bonnes idées tout le temps. Ben non. Mais elle s'occupe beaucoup de ça. C'est sûr que quand on a des discussions très importantes à avoir, c'est un gros atout de l'avoir avec nous. C'est une excellente vendeuse, Marie-Pierre, là, quand elle décide que tu vas aimer ce qu'elle tu l'aimes. Là, je comprends pas pourquoi, mais elle me l'a vendu. T'sais. Fait que beaucoup de son rôle, puis les médias sociaux, puis tout ça, parler de la marque. Puis moi, on en a parlé tantôt, mais je m'occupe de tout ce qui est production, les recettes. Je me promène, j'essaie de voir que les produits sont corrects sur les tablettes, que les promotions sont bien appliquées, etc. Fait que c'est un peu... Dream Team. Mais c'est le fun, parce que... Surtout quand c'est des actionnaires comme ça qui ont des rôles aussi importants que des fois on délègue à une équipe, à des employés ou autres. Je trouve que ça amène encore plus un côté sérieux à avoir justement des gens réellement investis à 2000% dans l'entreprise qui ont les skills nécessaires pour faire rouler la business dès jour 1. Après ça, on le sait, ça prend d'autres personnes pour telle affaire. Mais d'avoir comme ça, dans l'équipe, 4 personnes qui amènent toutes vraiment quelque chose. Tu l'as dit, structure, côté finance, côté design, côté visibilité, tout est là. Puis c'est très clair que, moi j'ai le mot final sur la recette. Nick a le mot final sur le design, sur le look de ça. On se met nos limites, on les dépasse pas, puis on fait confiance à chacun dans son champ d'expertise, dans ce qu'il a à faire, t'sais. Puis c'est vraiment cool, t'sais. Puis on est très, très, très humain envers l'autre, t'sais. C'est une business où tu as des ups et des downs, là, t'sais. Fait que le mental, il en pogne une coche, mais tout le monde est toujours prêt à s'écouter, à se parler, t'sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment sharp d'avoir ce team-là. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un des sponsors qui est Promotion Horizon, un nouveau sponsor au podcast Ordinaire. Et si vous avez des besoins en matériel promotionnel, en vêtements, casquettes, peu importe ce que vous avez besoin comme matériel imprimé, Promotion Horizon donne généreusement des vêtements et accessoires aux invités du podcast Ordinaire. Elle peut faire la même chose pour vous, pour votre entreprise, pour votre projet de business, pour votre compagnie de vêtements, pour vous-même aussi peut-être. Allez voir ça, allez sur le site web de Promotion Horizon à l'adresse qui apparaît juste à l'écran ici. Merci beaucoup de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui et sur ce, de retour à l'épisode. T'as dit des ups, mais t'as dit des downs aussi. Ouais. J'ai envie qu'on en parle un peu. Je trouve ça intéressant parce que moi, c'est quand même quelque chose que j'aime parler souvent des problèmes qu'on a. Les gens aiment ça. Les gens embarquent souvent positivement dans le fait qu'on a des problèmes, mais que ça ne nous tue pas. On se relève. Whatever. T'as-tu des anecdotes? T'as-tu des choses qui t'arrivent? Oui, on parlait de Mox, ça s'est fait rapidement. Ouais. Puis c'était difficile, veux pas, là, mais c'était pas... c'était difficile, mais c'était très faisable, puis ça allait bien, ça avançait bien, puis tout ça, puis on a fini par prendre notre temps d'aller, même avant d'être commercialisé, là, je trouvais comme là, ça va bien, les choses s'enchaînent, on était à notre affaire, puis tout ça. On a fait nos tests, on a fait des tests de goût, on a fait des tests de... Bref, on a fait tout est prêt. Ouais. Puis là, dernière rencontre avec Sobase, le PO, finalement, ça va être 2 truckloads, le premier PO, pour remplir, c'est vraiment, vraiment nice. Fait que ça nous fait... on a fait une production de... Je sais, comme 14 000 litres là, par saveur. Fait que c'était des bonnes productions. C'était des tanks de 7 000 litres. Fait que c'était double, bref. Fait qu'on part ça. Fait que moi, j'étais à l'usine. On fait la première saveur. C'est bon. Tout marche. Parce que tu scales de genre une caisse où... on n'a pas fait 2 000, 3 000 litres, 7 000 litres. On a parti de genre une caisse de 24 à 7 000 litres. Fait qu'on savait qu'il pouvait y avoir des embûches, mais les consultants étaient vraiment, vraiment confiants. Donc, on fait ça, fait le SKU rhum épicé mangue, ça va super bien, ça goûte bon. En fait, c'est quasiment encore meilleur, tu sais. Puis là, je suis content. On fait le SKU de vodka canneberge, ça marche, c'est le fun.
Puis là, on fait le bleuet, puis là, tu le goûtes directement de la tank. C'est beau, la bulle est bonne, parfait. On encane ça demain. Fait que je suis comme content. On a 2 SKU de canné. Je dors à Montréal chez Gérardo parce qu'il faut que j'aille à Saint-Damas. Puis moi, j'étais à Mont-Tremblant. Là, fait que je suis passé la semaine à Montréal. Là, je reviens le soir après les 2 premiers SKU non pétillants. Puis Gérardo dit comment que ça se passe. Je suis comme, man, c'est comme tellement le fun. C'est tellement facile, mais c'est comme trop facile. Là. C'est comme ça. Puis là, c'est ça, j'ai juste complètement jinx le truc. Là, okay. Le lendemain matin, à genre 7 h du matin, je reçois une image, puis c'est juste la canette de Mox 2 Bleuet, genre, tout plein de mousse, genre. Puis Copacker, il dit, genre, on sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ça fait de la mousse. Puis ça mousse, là. Genre, on n'est pas capable de contrôler la bulle, on ferme la canette. Quand on ouvre la canette, c'est un geyser, genre de... Ouais. Puis, mais quand c'était très froid, c'était correct, mais aussitôt que c'était comme à 5-6 degrés, ça moussait, mais tu perdais la moitié de la canette. Ouais. Fait que là, je suis comme, attends une minute, là, tu es en train de me dire qu'on est en train de perdre comme 7000 litres de liquide. Là, on perd genre 8 palettes. Ouais. Fais le calcul, là, tu sais, à peu près. Là. Fait qu'on... Puis là, ben, c'est parce que nous, il faut livrer notre premier PO à Sobeys. Fait que là, on va leur dire, genre, hey, désolé, finalement, la recette, elle marche pas. Tu sais, on va avoir l'air de quoi? Ça va être la fin, c'était notre mort, c'était fini. Et qu'on a travaillé, les chimistes sont venus sur place. On a fait les tests, on a trouvé c'était quoi le problème. Au final, le problème venait du bleuet, en fait. Parce qu'on utilise des beaux petits bleuets du Québec, en fait, qui sont en purée, là, mais ils appellent ça un sirop, mais clairement, il y a plus de stock qu'un sirop clair, là. Puis bref, il n'avait pas été filtré au niveau de filtration qui était indiqué. Okay. Fait que la carbonatation, la bulle de carbonatation agglomérait avec les gros morceaux de bleuet, puis elle ne tenait pas. Elle ne trouvait rien pour s'agripper. Fait qu'elle voulait juste sortir de la canette. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment stressant pendant 2-3 jours. Fait qu'on a tout de suite... on a trouvé le problème rapidement, mais on a refait tout de suite la deuxième batch. Fait qu'on était capable de livrer en 3 shots au lieu de 2. Ça a comme bien passé. Puis, ils nous ont dit, genre, une chance que vous l'avez trouvé avant que ça soit ces tablettes, parce que clairement, ça aurait été la fin du projet, là, tu sais. Oublie ça. Fait que ça a été une belle embûche. Au final, tu sais, on a perdu cette production-là au complet. On l'a gardé, en fait, pendant un certain temps, pendant comme 6 mois, puis ça s'est tout calmé. Fait que, on a été capable, en fait, on s'en est servi pour faire des dégustations, pour en donner. On en a donné énormément, mais on ne voulait pas le jeter, parce que le produit, tout goûtait bon, juste tu ouvres la canette et elle t'explose d'en face. T'imagines-tu, t'arrives, tu prends ça, puis tu dis, je vais boire ça, on paye dans mon char, ça reste sans alcool, là, je ne veux pas vous faire... c'est pas une surprise, là, les gens boivent ça au volant, mais il n'y a pas d'alcool. Puis tu ouvres ça dans ton char, puis ça revole, là, oublie ça, là. C'est un cauchemar. C'est sûr. Mais que ça a été une belle embûche, là. Puis, deuxième grosse embûche qu'on a eue, on surfait tellement sur un gros high, là, 2023. Fait que de juin 2023 jusqu'au temps des fêtes 2023, là, c'était comme... Moi, je capotais. J'étais comme... Crime, on a fait genre 820 000 de ventes en 6 mois. J'ai dit, ça va être débile. Ouais. Ça va être fou. Fait que là, on se back. Grosse production de boîtes. On achète pour genre 100 000 $ de boîtes. Là, parce que là, il faut qu'on se vienne à la demande, puis tout ça. Puis là, on fait cet investissement-là. On s'engage avec le Festival de jazz, les Franco, Montréal en lumière. On se dit, OK, mais là, on met le paquet. On veut que les gens nous connaissent. On va être out loud, tout ça. Des billboards sur l'autoroute. Puis là, de janvier à mai 2024, on a vendu, je sais pas, même pas 100 000, j'imagine. Non, c'est genre silence radio. Il n'y a plus de commandes qui rentrent. Il n'y a plus de promotion sur les tablettes. On n'a plus aucune visibilité. Qu'est-ce qui se passe? Genre, tu sais. Fait qu'en gros, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu des gros changements chez Sobeys. On est tombé dans une craque. Okay. Nos marchandiseurs, on travaille sur les promotions avec. Ils envoient à IGA. IGA les accepte. Puis on fait un suivi là-dessus. Mais finalement, genre, manque de suivi de leur côté, manque de suivi de mon côté aussi. Genre, tu sais, je peux pas tout mettre, je peux pas mettre ça dans la faute à tout le monde. Là. Mais nous, on a manqué de regarder tout ça puis de s'assurer que tout va bien. Fait que 2024 a été genre une année catastrophique. Là.
catastrophique. Là. On est parti d'un profit dans nos premiers 6 mois à genre une perte immense. Tranquillement, on sort la tête de l'eau. Là, ça va super bien là, depuis la deuxième moitié de 2024, mais on n'a pas récupéré de cette débarque-là encore. Ben ouais. Fait que tu te rends compte que tu peux pas laisser la place au manque d'inattention, ne serait-ce que genre Non, t'es à la merci. 2 semaines. Si tu fais pas tout ça, T'es à la merci des autres. Deux débarques qui ont coûté au total, genre plus que 300 000 genre de pertes. Là. Fait que c'est super. Ça va vite, hein? Ça va vite en tabac. Mais c'est ça la différence. Tu sais, toutes tes backdoors, tu dis genre tout ça, mais tu sais, t'es tout le temps là. Il y a tout le temps quelqu'un de ton team personnel qui est là à aller voir. Fait que tu sais, t'es pas mal plus hands-on. Tu sais, à un niveau que tu peux pas être hands-on partout. Ouais. Mais t'as moins de chances que ça arrive, ça. T'sais. C'est sûr que après ça, t'as pas autant le volume qui va avec, mais il y a tout le temps des pauvres des comptes. Tu choisis ta bataille, tu choisis ton modèle que tu veux, puis là, on se rend compte de nos erreurs, puis on améliore les outcomes. Qu'est-ce que vous voyez peut-être à plus long terme pour Mox? Est-ce que pour l'instant, c'est vraiment une compagnie qui va poursuivre avec de nouveaux SKU? Alors, on peut même parler plus loin, si tu veux, par rapport, est-ce que tu as une stratégie... Avez-vous l'envie de vendre un jour? Est-ce que c'est comme ça que la business est bâtie? Est-ce que non, c'est plus on la garde forever, nos enfants écoute, en ce moment, on fait pas d'argent, enfin, je te dirais pas je vais la garder toute ma vie, là. Mais l'idée, en fait, c'est de faire... c'est juste de démocratiser le sans-alcool puis d'offrir une belle option sur les tablettes. C'est sûr qu'on aimerait ça être distribué partout dans le monde, mais moi, j'ai pas les capacités de ça. De gérer ça. Puis je suis très correct avec ça. Même dans tout le Canada, c'est du stock en tabarouette. Donc, notre objectif, ce qu'on aimerait vraiment, vraiment, c'est être capable de s'associer avec une grosse compagnie qui a déjà les mains mises dans tout ce qui est boisson. Principalement une compagnie quand même d'alcool, c'est drôle à dire, mais c'est que la catégorie qu'on est dans les épiceries fait partie de la catégorie avec alcool. Puis toutes les compagnies, mettons Molson, Labatt, bref, vous les connaissez. Eux sont en DSD, là, Direct Store Delivery. Fait qu'eux autres, ils vont carrément dans le magasin placer leur stock. Puis ils chargent le magasin pour ce qu'ils ont mis sur les tablettes. T'sais. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne chez toi. Là. C'est pas je t'ai mis tant de caisses, tu me dois tant. Non, c'est comme il te manque des caisses. Veux-tu en commander, s'il te plaît? Là, ça serait cool. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça. Pour nous permettre d'exploser Mox à travers le Canada, puis éventuellement en plus, c'est sûr que de s'associer avec une grosse compagnie, ça serait vraiment, vraiment un gros plus. T'sais. Puis si éventuellement on finit par vendre ça, c'est sûr que j'aimerais ça être capable d'avoir un genre de 5% dans la compagnie pour développer des recettes. Juste avoir toujours un pied dedans. Ouais. Mais l'objectif premier, ça va être de rendre ça rentable. Puis on avait 3 ans d'exclusivité avec Sobase pour faire ça, pour stabiliser, pour comprendre comment que la business marche. Après ça, quand les portes vont s'ouvrir, je pense que ça pourrait aller assez vite. C'est sûr que c'est une compagnie demain qui vient me voir et qui me dit « Hey, je t'offre 10, 12, 20 millions. » Je vais y penser comme il faut, bien évidemment. Puis on se rend compte aussi, pour du monde qui vient de l'extérieur, de tout ce qui est food and beverage, c'est que on est du recherche et développement pour ces compagnies-là. C'est carrément ce qu'on est. Eux, ils vont, à la place de faire leurs tests puis d'investir leur cash, ils vont laisser les compagnies le faire. Puis j'en sais, il y en a un qui va bien, mais éventuellement, t'achètes. Puis là les grosses compagnies achètent des choses beaucoup plus stables. Là, fait que ça ne sera pas demain matin que ça va se passer. Là. Je te le souhaite. Je me le souhaite aussi. Oui, mais c'est un beau projet, puis c'est vraiment cool. Puis je veux dire, vous avez la bonne structure. Encore une fois, comme tu le dis, vous avez signé une exclusivité qui, je pense, a amené beaucoup de positifs. Mm-hmm. Par contre, ça a amené aussi d'autres sortes de challenges ou d'autres attentes un peu. Que là, très bientôt, quand même, vous allez pouvoir. Oui, puis est-ce qu'on est prêt? C'est ça la question qu'on se pose. Faut être prêt, là. Ben oui. Parce que ça va. Bref, nos volumes vont doubler overnight, là.
Fait que, tu sais, C'est intense, hein? ben, c'est ça. Est-ce que Ça, notre les gens de co-packer l'extérieur va le pouvoir voient nous pas. suivre? Est-ce que notre co-packer peut nous suivre là-dedans? Après ça, si on va dans une plus grosse usine qui a un plus gros volume, est-ce que je peux garder tous les mêmes ingrédients, le même procédé? Ouais. C'est toutes des affaires que... Tu sais, les grosses compagnies, là, ils travaillent avec des sirops clarifiés, de l'eau, bien évidemment. Bref, tout est fait pour qu'il n'y ait aucune filtration, aucune infusion à faire. Le plus facile, le plus rapide. C'est ça qu'ils font. Tu sais, est-ce qu'on est capable d'intégrer ça? Fait que ça, c'est un gros travail qu'on fait déjà avec nos consultants, à voir éventuellement si on approche une plus grosse compagnie, est-ce que nos recettes vont pouvoir nous suivre? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne va pas dénaturer le produit. Est-ce que finalement, on se trouve 8 co-packers à travers le Canada? Bref, c'est toutes des questions à se poser et à analyser. Tu te fais attaquer par une mouche? Ben, je la vois plus. Je la vois de temps en temps, mais j'essaie de rester professionnel. Dom, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci énormément d'avoir été sur le podcast. Mais là, J'adore ta compagnie. Je t'adore toi aussi. t'es fin. Je te souhaite le meilleur des succès pour la suite. Toi aussi. Merci. Je vois aller, là, je le vois toute votre évolution. Puis... On essaye, man. C'est la Ben grosse non, job. mais tu le fais, c'est nice. On le fait définitivement. Ben qu'on le oui, fait. tu Ça le va, fais. ça va bien. C'est des gros challenges. Puis comme je le dis tout le temps, c'est passionnant. C'est vraiment un domaine que j'aime énormément. Puis c'est cool, c'est challengeant, mais comme c'est plate, c'est pas challengeant. Ouais, mais si C'est t'es trop passionné, facile. t'as fait genre 90% du chemin, man. Voilà. Vraiment. Fait que sur ce, merci mon chum. Merci. That's it. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du podcast Ordinaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Laissez des commentaires aussi si vous avez un invité en particulier que vous aimeriez qu'on reçoive sur le show, sur le podcast Ordinaire. Vous pouvez l'écrire en commentaire. On vous lit à chaque semaine. Et sur ce, guys, à la semaine prochaine.